Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Femmes de légende, l'émission qui met en lumière les femmes qui ont su suivre leur voix et faire entendre leur voix. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Cette phrase que vous avez déjà entendue est l'une des devises de mon invité du jour. Mariam Sissoko s'engage en parallèle de son activité professionnelle en communication auprès des femmes, contre les violences, mais aussi pour l'entrepreneuriat féminin et une plus juste place pour chacune dans la société. Sans plus tarder, rejoignons mon invitée, Mariam Sissoko. Bonjour Mariam. Bonjour Laura. Bienvenue sur le plateau de Femmes de légende. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec plaisir Mariam. Alors avant de parler de votre parcours et de vos engagements, est-ce que vous pourriez nous raconter quels ont été les modèles d'inspiration, les peut-être supports d'identification de femmes particulièrement que vous avez eus pendant votre jeunesse ? Au risque de tomber dans le cliché, la première femme qui m'a vraiment inspirée, c'est ma mère. Vraiment, là, je tombe dans le cliché pur et dur. Mais c'est vraiment l'histoire de ma mère qui m'a le plus inspirée, qui a fait, je pense, la femme que je suis aujourd'hui. Donc très vite, elle s'est retrouvée seule avec 8 enfants à gérer. Mon père est décédé très tôt. Et donc du coup, je l'ai vue se bagarrer au quotidien pour nous élever dignement, tout simplement. Et elle nous a inculqué des valeurs d'indépendance. Donc surtout, c'est toujours mes filles. Soyez très indépendantes, ne dépendez de personne. Et votre premier mari, c'est votre diplôme. Donc elle a toujours été derrière nous. J'aime bien cette expression, c'est très parlant, effectivement. Et donc elle a toujours été derrière nous pour qu'on s'accomplisse et pour qu'on aille le plus loin possible, tout en étant indépendante. Votre premier mari, c'est votre diplôme. C'est ça, c'est ce qu'elle disait. Ouais, vraiment, elle a toujours été derrière nous. Et moi, après, j'ai pu voir tous les problèmes qu'elle a pu traverser. Elle n'a jamais lâché l'affaire. Elle est toujours restée debout et digne. Et vraiment, pour moi, c'est mon premier modèle. Et donc voilà. Et puis, le travail, la détermination, l'indépendance. C'est ça, travail, détermination, indépendance. Et puis rester digne surtout. Et la dignité. Ouais. Alors depuis 10 ans, Mariam, vous êtes spécialisée en communication. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à créer justement votre entreprise qui s'appelle Coquelicot & Co. Et quelle en est justement l'expertise ? Écoutez, le Coquelicot & Co, en fait, ça fait plusieurs années qu'en parallèle de mes activités professionnelles, donc j'entreprends des petits projets indépendamment de mon activité professionnelle où j'accompagne vraiment des femmes ou même des entrepreneurs dans leurs besoins de communication. Et donc, on va dire que de fil en aiguille, j'ai réalisé pas mal de projets entrepreneurial, mais sans pour autant mettre la casquette entrepreneuriale. Parce que vous étiez salariée en parallèle. C'est ça, j'étais salariée. Sur un poste en communication. C'est ça, donc j'ai commencé, je suis tombée dans l'univers de la communication vraiment par hasard. Donc initialement, je faisais une licence en commerce et affaires internationales. La communication m'est tombée dessus vraiment par hasard. Et donc j'ai intégré des boîtes comme L'Oréal, BPI France, là où j'ai pu appréhender, on va dire, le milieu entrepreneuriat. Et là, vraiment, ça m'a donné envie d'entreprendre. Et puis derrière, j'ai intégré la Fédération française d'assurance. Donc là, c'est vraiment un environnement très politique. Mais à côté de mes activités professionnelles, j'ai toujours monté des projets de façon indépendante et avec une équipe que j'ai très proche de moi. Et voilà, donc après avoir monté plusieurs projets, donc on a décidé avec mon équipe d'avoir une vraie entité et de mener à bien nos projets sous l'égide de Coquelicot & Co. Et donc là, vous prenez la casquette d'entrepreneur à temps plein. À temps plein. Et donc vous êtes la chef d'entreprise de Coquelicot & Co. C'est ça. Alors quelle est l'expertise justement sur la partie communication ? Parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est assez vaste. Quelle est l'expertise de Coquelicot & Co ? Donc le Coquelicot & Co, on est une petite équipe de freelance. Donc moi, je suis experte en communication de crise et relations presse et événementiel. D'accord. Je travaille avec mon mari, donc lui qui est photographe, graphiste, et puis on fait aussi beaucoup de vidéos. Donc là, c'est vraiment pour l'idée vraiment principale qui avait émergé, c'était d'aider les entrepreneurs, donc surtout les auto-entrepreneurs qui n'avaient pas forcément les moyens. Nous, on avait l'expertise, et donc d'avoir des outils de qualité pour mettre en avant leurs produits, leurs activités. Et puis ça a démarré avec on va dire, le cercle proche. Et puis maintenant, on travaille avec des entreprises. Et voilà, donc ça a pris un peu de temps. Voilà, c'est le début. Alors, pourquoi ce nom Coquelicot & Co ? Alors là, ça, c'est personnel. C'était quand j'étais plus jeune. J'étais petite fille. Et quand j'ouvrais la fenêtre de la cuisine, il y avait un grand espace avec des coquelicots qui fleurissaient un petit peu partout. Et j'ai toujours aimé cette fleur je trouve que le coquelicot, on le trouve quand on s'y attend pas, même
quand on est en voiture et qu'on part en vacances, et il y a un petit... Il pousse à l'état sauvage. C'est ça, Ouais. il pousse à l'état sauvage. Et donc, du coup, c'est vraiment l'idée d'être là. Là, on s'y attend pas. Et puis après, c'est aussi c'est une histoire personnelle où là, ça fait référence à ma vie de petite fille où j'ai toujours admiré cette fleur, en fait. J'aime bien. Oui, puis il y a un symbole parce que il y a la couleur rouge qui est La quand même couleur une rouge. couleur qu'on associe à la La force. force. Et en même temps, c'est une fleur très fragile. C'est ça. Les parce que- pétales sont extrêmement fines. C'est ça. Donc, C'est dès qu'on intéressant. l'accueille, la photo, la Ouais, la fleur, fleur. elle meurt. Ouais. Donc, du coup, moi, en fait, c'est vraiment le côté, on s'y attend pas. Et puis, pour moi, c'est une force aussi. Donc, le coquelicot Co, Joli on est symbole. là, on s'y attend pas. Alors, je le disais, Mariam, vous êtes aussi engagée en parallèle des activités entrepreneuriales que vous menez. Vous avez notamment mis en place avec la députée Marie-Pierre Rixain une exposition qui s'appelle Force de femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc initialement, j'ai entrepris, j'ai ma mère, donc comme j'en ai parlé un petit peu en amont, qui a créé son association il y a maintenant 10 ans. Et donc maintenant, c'est ma sœur qui est la présidente et elles m'ont demandé de gérer la journée de la femme. Donc initialement, ça devait être une petite soirée dans une salle municipale. Voilà, mais du coup, j'ai vu les choses en grand. Je me suis dit, en regardant vraiment l'association, toutes les actions qu'elle porte, donc en aidant les familles des quartiers prioritaires, que ce soit pour le décrochage scolaire, pour les femmes victimes de violences, on va dire aussi en s'impliquant dans la vie de quartier, parce qu'il y a quand même pas mal de délinquance. Et vraiment, c'est un endroit on va dire, où il y a plein de difficultés. Et là, vraiment, ma mère, elle a créé cette association pour aider les femmes des quartiers à être indépendantes, à les aider dans l'éducation des enfants, à sortir les enfants des quartiers pour qu'ils aillent voir la culture ailleurs, sur Paris, les emmener en vacances, à la plage. Enfin bref, l'association LDCS donc, fait pas mal de choses. Ouais. Et donc, du coup, j'ai mis mon nez dedans, j'ai vu tout ce qui se fait en interne. Et j'ai dit à ma mère et à ma sœur, non, moi, je vois les choses plus grandes, parce que vraiment, ce que vous faites, ça a de la valeur. Vous apportez vraiment du bonheur et même, vous aidez vraiment les gens au quotidien dans leur vie. Ouais. Et donc, au lieu de se limiter à une petite soirée dans une salle municipale, eh ben, je vais convier d'autres femmes qui mènent les mêmes combats que vous et on va essayer de frapper plus fort et plus haut et on va aller sur Paris. Et donc, du coup, Plus c'est ambitieux. Voilà, plus ambitieux. Je vais vous mettre en lumière. Et quoi de mieux que la capitale, quoi. Ouais, Donc, mais alors comment vous avez fait justement pour faire grandir, pour contacter les bonnes personnes, pour faire de cette exposition quelque chose justement de plus grand? Du coup, le premier réflexe que j'ai eu, c'est, je me suis dit, maman, des associations comme la vôtre, j'imagine qu'il y en a d'autres, qui rencontrent les mêmes difficultés et donc qui remplissent les mêmes missions. Donc on va les convier, je vais les contacter, on va les convier. Donc au préalable, donc j'ai contacté les associations qui étaient à peu près similaires à celles de ma mère. Et au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis rendu compte que non, qu'effectivement, que ça allait plus loin que ça. Et puis même moi, avec ma fibre entrepreneuriale, je me suis dit, on doit être aussi des modèles pour les jeunes filles des quartiers. Bien sûr. Et aussi trouver des profils de femmes qui entreprennent. Donc du coup, le cercle s'est élargi. Donc il y a les femmes qui œuvrent dans les quartiers prioritaires. Il y a les femmes aussi qui entreprennent pour qu'elles puissent être des femmes modèles et des femmes engagées. Et donc dans dans ma lancée, j'ai contacté la députée Marie-Pierre Rixain, donc qu'on connaît et qui nous a aussi, avec laquelle on a déjà mis en place des actions et qui a complètement adhéré au projet. Et là, vraiment, je lui ai dit que je voulais faire un gros événement dans le cœur de Paris, au centre de Paris, donc initialement de le faire à l'Assemblée nationale. Et après, au final, au fur et à mesure de mes rencontres et des échecs que j'ai pu avoir, parce que j'ai eu des portes quand même qui se sont fermées, Bien sûr. et on a fini au Palais Tokyo avec la ministre Nadia Aye. Donc c'était mal vraiment du pas tout. prévu. Ouais. Un très bel événement qui a eu lieu quand? Le 7 mars. D'accord, Parce le que 7 8 mars, donc c'était la pris. veille de la journée veille- internationale de La lutte veille de la journée pour les droits des internationale. femmes. Ouais. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous engager pour rendre, parce que c'est un petit peu l'objectif, il me semble, de cette exposition, rendre les femmes, notamment les femmes des quartiers, qui œuvrent tous les jours à leur manière, pour les rendre plus visibles? Ouais, donc initialement, ça commençait vers les femmes des quartiers. Donc vraiment, au début, je voulais apporter vraiment, leur donner de la visibilité. Parce qu'avec le premier constat que j'ai fait, c'est que vous faites des choses qui sont nobles, mais on vous met pas en avant, on vous voit pas. Et en tant qu'experte en communication, vous savez qu'il voilà. faut passer quelque part du savoir-faire C'est au ça. faire savoir. Voilà, et Ouais. en plus, il y a un manque de visibilité, mais aussi un manque de moyens. Ouais. Donc si vous êtes invisible, vous n'avez pas de moyens. Donc en étant plus visible, vous aurez plus de moyens. Et donc vraiment, c'est vraiment l'idée de mettre en avant tous ces parcours de femmes, tous ces combats, pour leur donner plus de visibilité et donc plus de moyens. Et donc derrière, qui va découler
d'un accompagnement, on va dire, plus spécifique pour leur donner les outils, pour être plus mis en avant et de savoir taper à la bonne porte pour trouver les bons outils et D'accord, les donc bons il y a une moyens. partie de pédagogie, de formation qui suit ça, qui va en découler. Qui va en découler. Là, vraiment, l'idée, c'est on est là, on existe, on fait du travail, on le fait bien. On a du mal parfois à trouver les financements, donc pourquoi pas leur donner un coup de pouce pour qu'elles puissent trouver les bons financements au bon endroit. Bien sûr. Et puis après, derrière, surtout, vraiment surtout, c'est de composer un collectif de femmes inspirantes pour pouvoir être des exemples, des modèles, parce que c'est pour vrai les que plus jeunes pour les générations plus jeunes, aussi. parce que j'ai pu être confrontée là à travers l'association de ma mère, j'ai vu des jeunes filles service civique et qui avaient un bon profil, un bac scientifique, mais qui n'avaient vraiment pas de vision, d'ambition, et elles n'arrivaient pas à s'identifier et se dire que je peux aller plus loin, je peux viser un master, je peux viser un métier à responsabilité. Elles, je l'ai vu, j'en ai vu pas mal quand même, se censurer. Se censurer, vraiment se censurer. Parce qu'elles ont besoin de voir des femmes aussi qui leur ressemblent. Donc effectivement, ce que vous faites, c'est permettre à des femmes de quartier qui font des choses d'être mises en avant pour que aussi les plus jeunes se disent c'est possible. Et notamment l'entrepreneuriat et en plus féminin, on sait que les entrepreneurs, ça vient en général, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent des milieux favorisés, que l'ascenseur social est beaucoup plus compliqué pour les jeunes des quartiers. Et d'autant plus pour les femmes, on le sait, les chiffres le montrent. C'est ça, les chiffres le montrent. Donc du coup, en regardant vraiment les chiffres du gouvernement, vraiment les femmes des quartiers prioritaires, elles ont moins de diplômes et elles entreprennent beaucoup moins. Et donc l'idée, c'est de combler ces inégalités à travers Force de Femmes. Et donc maintenant, grâce à l'exposition, qui a voyagé quand même. Donc le 7 mars, on était au Palais de Tokyo. Le 8, avec la députée, on était à Longjumeau. Après, on était invité par des associations. J'ai été aussi contactée pour aller dans un lycée aussi. Donc là, du coup, l'idée, c'est vraiment de montrer plusieurs profils de femmes à ces étudiantes, à ces femmes, à ces jeunes filles des quartiers, pour leur montrer que c'est possible et leur montrer à chaque fois en fonction des... Parce que là, du coup, je pense qu'on est un collectif, c'est pas je pense, c'est qu'à travers je me perds dans mon truc. À travers cette exposition, du coup, on a créé un collectif de femmes, et vraiment avec des compétences et des combats qui sont divers et variés, et en fonction de différents profils. Donc, on va aller de ville en ville, de région en région, pour intégrer des événements, mettre en place des événements et dans les écoles pour montrer que c'est possible de se réaliser. Alors, l'une des citations qui vous inspire, c'est « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Qu'est-ce qui, dans votre parcours, qu'est-ce qui, au fil de votre vie, vous a, justement, rendu plus forte, Mariam ? Alors moi, ce qui m'a rendue plus forte, je ne vais pas parler d'échecs en tant que tel, parce que pour moi, les échecs, ça fait partie de la vie, et puis je ne pense pas en avoir vraiment vécu. Mais quand je dis ce qui ne tue pas rend plus forte, c'est que, après, c'est pas pour reparler encore de maman, mais c'est que j'ai vu le parcours qu'elle a eu. Et pour moi, c'est noble, et je suis fière en fait de voir que à travers tout ce qu'elle a traversé, elle n'a jamais baissé les bras. Elle s'est toujours battue, même seule contre tous. Donc, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, en la voyant, je me refuse moi en tout cas de baisser les bras et de me dire c'est pas possible. Non. C'est vraiment, tu oses, et si tu oses, si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, au moins tu auras essayé. Et il n'y aura pas de regret. Il n'y aura pas de regret. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le plus grand challenge quotidien pour vous qui êtes chef d'entreprise, femme engagée, on l'a vu, et bientôt maman de 2 enfants, là, dans quelques semaines? Et là, c'est l'équilibre. C'est trouver le bon équilibre, savoir prioriser ce qui est le plus important. Je veux quand même avoir je tiens vraiment à ma casquette d'entrepreneur, vraiment à développer mes activités, mais je veux quand même être présente aussi pour mes enfants. Et donc vraiment, je pense que le plus compliqué, mais je pense qu'avec le temps, on arrive à prioriser, c'est de trouver l'équilibre. En tout cas au démarrage, parce qu'au démarrage, ça démarre souvent très très fort. C'est une recherche un peu constante. C'est ça, donc ça démarre fort. Il faut trouver l'équilibre. Selon vous, qu'est-ce qui progresse en termes de droits des femmes et qu'est-ce qui, à l'inverse, stagne ou même, voire peut-être régresse dans la société actuelle ? On va dire que, après, c'est vrai que progresse, il y a du mieux. En tout cas, on trouve plus de femmes dans des postes de responsabilité au sein des entreprises, même si j'estime qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a des lois qui vont dans ce sens. La loi, justement, de Marie-Pierre Rixain. C'est ça, voilà, ça va dans ce sens. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a des prises en...
Enfin, il y a des réflexions qui sont faites autour de ce sujet. Après, ce qui reste à améliorer, enfin après, il y a tout ce qu'on... Enfin après, moi, c'est pour mon quotidien et ce que, quand je vois les combats qu'on mène à travers l'association, c'est les combats avec... par rapport aux femmes, enfin, justement, les violences faites aux femmes et autres. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on est loin de la parité, enfin, l'égalité homme-femme et de la protection aussi des femmes. Oui, je pense tout à que fait. là-dessus, il y a des choses à faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Mariam, qu'être féministe en 2022 ? Est-ce que vous êtes toujours pensée féministe ? Est-ce que vous vous pensez féministe ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Du coup, quand vous m'avez envoyé, enfin, c'est... Être féministe, après, c'est vrai que je me suis jamais mise, enfin, j'ai jamais pris la casquette de féministe en tant que telle. Mais après, c'est vrai qu'en réfléchissant, eh ben, je pense que naturellement, sans m'en rendre compte, donc se battre au quotidien pour l'égalité homme-femme, se dire que je suis autant capable qu'un homme de faire comme lui, voire même mieux. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est le combat de l'égalité et de se dire que je suis autant légitime que lui pour obtenir cette place ou pour obtenir ce que je veux. Donc, pour moi, c'est l'égalité des droits, mais aussi des opportunités. C'est ça, des opportunités, surtout des opportunités. Parce que... Mais c'est intéressant quand vous dites « je me suis jamais vraiment forcément revendiquée féministe parce que peut-être qu'il y a souvent l'impression d'un combat contre, et là, dans ce que vous venez de vous dire, vous avez dit un combat pour. » Oui, donc je pense que inconsciemment, pour moi, j'ai toujours voulu, enfin, quand je voulais quelque chose, je me suis toujours battue pour l'avoir. Après, je sais que c'est pas... que le cheminement, il est différent. Oui. Que les obstacles sont différents. En tant que femme, déjà, on a des obstacles. En tant que femme noire, on a d'autres obstacles. Et donc, du coup, c'est vrai que... Mais après, je pense que c'est l'éducation aussi qui joue et se dire qu'on est autant capable et autant légitime. Et après, je pense qu'on a été tellement schématisé en disant que si tu veux... conditionné en disant que si tu veux quelque chose, eh ben, il faut te battre pour l'avoir. Pour moi, c'est... Exactement, ça se joue tôt et en même temps, il n'y a pas de déterminisme. Parce qu'on voit dans les parcours des femmes de votre exposition, mais aussi des femmes autour de nous, que c'est toujours possible justement de changer la tendance. C'est pas facile, mais c'est possible. Vous en parliez, est-ce que vous avez déjà été dans votre expérience de femme, mais même professionnelle, été confrontée à des biais sexistes ou racistes? Et si oui, comment est-ce que vous avez réagi? Après, pour être honnête, j'ai travaillé dans des grosses boîtes. Je suis transparente. Et souvent, on est là pour ça. Souvent, en tant que femme noire, et la représentativité, elle était moindre. Donc, du coup, c'est limite quand tu arrives, tu regardes autour de toi et tu te dis je suis encore la seule. Oui, c'est ça. Vraiment, je suis encore la seule. Et je me disais, des femmes qui sont autant compétentes que moi, elles ont toute leur place. Mais finalement, c'est vrai que souvent, on se retrouvait seule, ou peut-être on était 2 ou 3. Et après, ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est un cheminement que j'ai toujours gardé, où je m'étais dit que c'était pas normal. Enfin, vraiment, c'était pas normal. Après, les attaques sexistes et autres, je pense que ça, c'est... Voilà, c'est le lot de quasiment chaque femme. Voilà, le lot de chaque femme. Et puis après, il n'y a pas eu... je me suis jamais vraiment retrouvée dans des situations où vraiment on m'a renvoyée à ma couleur de peau et en me disant que j'étais pas forcément à ma place. Mais après... Je pense que les choses, vous le disiez, la parité, la diversité est en marche, même s'il reste encore beaucoup à faire. Mais quand vous disiez que vous faisiez la réflexion de « Ah, je suis la seule ou une des seules », est-ce que vous pensez que les autres se faisaient la réflexion ou bien ils ne se posaient pas la question? C'est ça aussi qui est intéressant. Je pense qu'ils se posent quand même la question. Je pense que soit pour eux c'est naturel, mais je ne le pense pas. Parce que pour être complètement transparente avec vous, c'est quand je voyais une autre femme noire, très, très facilement, on se regardait, il y avait un petit sourire. Ah, je ne suis pas toute seule. Vraiment, je ne suis pas toute seule. Même si on n'était pas dans le même département. Mais c'est vrai que, pourtant, j'ai fait des grosses boîtes, mais la représentativité des femmes noires était moindre. Et elle est importante pour les raisons que vous avez évoquées, de rôle modèle, d'identification, et de montrer que c'est possible. Que c'est possible. Justement, qu'est-ce que selon vous on peut faire pour inciter les femmes à oser plus, à s'autoriser? Parce que vous avez eu justement l'exemple de votre maman, de sa détermination, de sa volonté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour inciter les femmes à avoir plus d'audace au quotidien? Ce que j'ai envie de dire, c'est de leur dire, de dire aux jeunes filles que c'est possible, qu'il y a des modèles, qu'il y a des femmes qui ont réussi, qui ont même franchi le plafond de verre. Il y a vraiment des femmes là aujourd'hui, leur parcours qui ont un parcours vraiment incroyable. Et donc du coup, apporter ces parcours de femmes que je trouve modèles à ces jeunes filles,
Et ben, je trouve que ça participe au fait que si elles y sont arrivées, moi aussi je peux y arriver. Et donc c'est pour ça, même à travers France de Femmes, de mettre en avant des profils de femmes qui ont réussi professionnellement parlant, de leur dire, enfin de leur montrer à ces jeunes filles que c'est possible de se réaliser et d'être à la place de cette dame-là et d'avoir un poste de responsabilité dans une grosse entreprise CAC 40 et de se dire que c'est possible, Ouais, que c'est à la porte, de créer sa place quelque part. C'est ça. Tout à fait. Et vous mentionniez tout à l'heure, Mariam, les échecs. Comment est-ce que les femmes peuvent aussi se libérer de parfois justement cette crainte de l'échec? Vous le disiez tout à l'heure, vous n'estimez pas vraiment en avoir eu parce que pour vous, c'est des étapes sur votre parcours. Il y a eu des déceptions, voilà. Des échecs, des déceptions. Mais après, il faut se relever, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Et puis après, je pense que les échecs, même les déceptions, ça nous façonne. Ça nous façonne et il faut aller de l'avant et analyser l'échec. Pourquoi j'ai échoué? Et quelles étaient les causes? Est-ce que c'est ma façon de faire qui n'a pas été la bonne? Est-ce que, vraiment, pour moi, c'est une perpétuelle remise en question, mais il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant, continuer à avancer, y croire et puis savoir se remettre en question, se dire peut-être que là j'ai mal fait. Il faut faire différemment. Faut faire différemment, c'est ça. Mais bon, faut pas baisser les bras et il faut continuer. Et voilà. On va passer à la deuxième séquence qui s'appelle Entre vous et moi. Oui. Alors Mariam, qu'est-ce que vous diriez à la petite fille que vous étiez? Ne lâche jamais l'affaire. Crois en toi. Elle vous a écouté, j'ai l'impression, cette petite fille. Qu'est-ce qui vous met en colère? À l'injustice. Quelle est votre plus grande peur? Alors là, ça va être le côté maman. Je pense que ça va être les hormones. C'est les hormones. Parce qu'on précise que dans quelques semaines, vous avez votre deuxième enfant. Je pense que c'est les hormones qui vont parler. C'est de partir après, avant mes enfants. Non, c'est de partir après mes enfants. De quitter ce monde après mes enfants. Ça, c'est une crainte. La femme que vous admirez particulièrement? Actuellement, il y en a tellement. Les femmes de Force de Femmes, quand j'ai découvert leur parcours admirable. J'ai Fatou Diom aussi. L'écrivaine. Elle m'inspire à chaque fois que je l'écoute parler. Léa Salamé. Vous aussi, j'ai vu votre parcours aussi. Donc, c'est toutes ces femmes qui osent entreprendre et qui osent pousser les portes pour se réaliser. Qu'est-ce que ça représente, Mariam, pour vous, l'ambition? L'ambition, pour moi, ça représente... on va dire l'ambition, ça représente le fait de ne pas se mettre de barrières, d'oser franchir toutes les barrières, pas de les obstacles. Sky is the limit. C'est ça. Donc ça demande de voir toujours plus grand. C'est ça. Et d'oser. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, notamment aux plus jeunes filles? L'audace. L'audace. Et enfin, qu'est-ce que c'est que le principal challenge là, dans l'année qui vient? Alors, pas forcément pour vous personnellement, mais justement pour les femmes qui nous écoutent. Mon principal challenge dans l'année qui vient, c'est d'accompagner plus de femmes à s'accomplir, à se réaliser. C'est d'apporter ma pierre à l'édifice, pour que, même si c'est une ou deux femmes, que je puisse les aider à réaliser leurs rêves, à se dire que c'est possible et à se lancer. J'ai l'impression que c'est bien parti. Ouais, mais j'espère. Où est-ce qu'on peut retrouver, Mariam, l'exposition, justement? Et est-ce qu'il y aura une deuxième édition l'année dans l'année? C'est sûr, c'est sûr, parce que du coup, j'ai eu pas mal de touches. Là, ce qu'on fait, comme je disais, c'était une exposition itinérante. Donc, on fait les lycées, les associations. Là, on est en train de voir aussi pour faire encore un gros événement, mais là, on est en train de voir avec les femmes où est-ce qu'il va se situer. Partir aussi en région, parce qu'on a été sollicité aussi pour aller en région, justement pour avoir des portraits de femmes à Marseille. Dans toute la France. Voilà, dans toute la France. Donc, du coup, c'est la faire voyager de région en région. Et puis, l'année prochaine, on va essayer de faire un truc encore plus grand, plus fort. Et on peut retrouver les photos de l'exposition sur Internet? Oui, en fait, ce qu'il va y avoir, donc Force de Femmes, donc il va les photos, mais aussi les capsules vidéo. D'accord. En fait, il y a des capsules vidéo. Chaque femme qui intègre le collectif a témoigné, a parlé de son parcours. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner la parole, de leur donner la visibilité et de mettre en avant leur combat. Parfait. Et donc, vidéo, portraits, photos, et puis on va se balader dans la France et mettre en place des événements pour donner plus de force à ces femmes-là. Bravo et merci beaucoup, Mariam, d'être venue sur l'émission. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé Femmes de légende. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée exceptionnelle. Et en attendant, n'oubliez pas, il ne tient qu'à vous d'entrer dans la légende.